Introduction. Se connecter à la magie inspirante de la créativité. Alors, que ce soit en jouant dans un groupe à l'école, en écrivant un essai ou en testant un cours de poterie, on a tous touché de près ou de loin à la créativité. Mais est-ce que la créativité, c'est une action qui se limite à une activité artistique ? Eh bien, pas vraiment, et c'est là toute la magie. Dans Dig Magic, Elizabeth Gilbert, l'une des auteurs les plus influentes de ces dernières années, explore ce phénomène fascinant. Elle explique que la créativité, c'est trouver l'inspiration qui existe autour de nous. C'est vivre pleinement, sans laisser la peur enfermer notre inspiration. Et surtout, c'est rester curieux. Dans ce snap, on va plonger dans la vision unique de Gilbert sur la magie des idées, de l'inspiration et de la créativité. Préparez-vous à découvrir les perspectives qui pourraient bien transformer la manière de voir et de vivre notre propre créativité. Merci pour cette introduction. Dans le premier chapitre, on va directement explorer pourquoi la créativité, c'est pas seulement une aptitude, mais c'est un vrai partenaire de vie qu'on peut cultiver et qu'on peut accueillir au quotidien. Chapitre 1. Vous n'avez qu'une seule chance dans la vie, alors ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre créativement. Alors, pourquoi la peur semble être l'obstacle principal à notre créativité ? Eh bien, c'est parce que quand on a grandi dans un monde qui valorise la sécurité, beaucoup de gens créatifs se sont entendus dire que pour être heureux, il fallait avoir une bonne éducation et un vrai travail, un travail qui soit sécurisant. Le résultat, c'est que des millions d'esprits créatifs n'atteignent jamais leur plein potentiel, simplement parce qu'ils ont peur de suivre leur inspiration. Vivre une vie créative, c'est pas chercher la célébrité ou se sacrifier entièrement pour son art. Non, c'est tout simplement de laisser notre curiosité guider notre vie au lieu que ce soit la peur qui la guide. Ce qui compte, c'est de trouver cette chose qui nous plaît vraiment, qui nous anime, qui nous fait vibrer, même si ça peut paraître fou pour les autres. D'accord, mais du coup, comment savoir ce qui nous rend créatifs ? Si on est toujours hésitant ou si on a toujours un peu peur ? Eh bien, c'est justement la peur qui nous freine. Tu te dis peut-être que tu n'as pas les compétences, que c'est déjà trop tard pour commencer une nouvelle activité ou que personne ne va s'intéresser à ce que tu vas faire. Mais c'est ton cerveau qui utilise ces excuses pour te maintenir dans ce qu'on appelle la zone de confort. La vérité, c'est que tout le monde a des peurs. Et c'est pas grave. La meilleure chose à faire, en fait, c'est de devenir confortable avec nos peurs. Dans une vie créative, nos passions, elles coexistent avec nos peurs. Les peurs, c'est un peu comme un passager qui est sur le siège arrière d'une voiture. C'est-à-dire qu'elle va être là de toute façon, cette peur, mais il faut jamais la laisser conduire. Donc, l'idée, ce serait de ne pas éliminer cette peur, mais finalement de l'accepter, un peu comme une compagne de route, comme tu dis. Et qu'est-ce qu'on va explorer alors par la suite ? Eh bien, dans le prochain chapitre, on va voir comment cultiver un état d'esprit ouvert et comment nourrir notre créativité avec des idées nouvelles, même dans des moments où on doute. Ok, donc en fait ici on apprend que tout le monde a des peurs et que c'est naturel, mais que nos peurs ne doivent jamais nous empêcher de vivre une vie qui serait guidée par la curiosité. J'ai hâte de voir comment nourrir cette créativité dans la suite. Chapitre 2. Apprendre à reconnaître quand une idée frappe à ta porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Comment on sait quand une idée vient frapper à notre porte ? Eh bien, les idées, c'est pas juste des pensées aléatoires, c'est un peu comme des êtres vivants. C'est des idées, ça naît, ça évolue, ça grandit autour de nous. Parfois, une idée, elle peut nous prendre entièrement, elle peut nous capturer, elle ne nous lâche pas. Elle revient encore et encore, même dans des moments où c'est plus calme dans notre vie. C'est un signe qu'il faut l'écouter et qu'il faut lui donner une chance. Attention, si tu ignores tes idées ou si tu te laisses distraire par le quotidien, comme les courses ou ton téléphone, ton travail, ta famille, etc., l'idée peut s'envoler et aller frapper à la porte de quelqu'un d'autre. Oui, donc il faut écouter ses idées et saisir l'instant et pas passer à côté, c'est ça ? Mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une idée, elle est vraiment faite pour nous spécialement ? Eh bien, ça peut paraître un peu bizarre, même un peu mystique, mais ce qui est dit par l'auteur dans ce chapitre, c'est que les idées, c'est les idées finalement qui cherchent quelqu'un pour les réaliser.
Elizabeth Gilbert, elle raconte une expérience qui est plutôt fascinante sur le sujet. Elle avait imaginé un roman qui se déroulerait dans la jungle amazonienne, inspiré par son mari qui était brésilien. Mais pour une raison ou pour une autre, elle n'a jamais écrit ce livre. Plus tard, elle devient amie avec une auteure, Anne Patchett, et par complètement d'une pure coïncidence, elle avait elle-même commencé à écrire une histoire presque identique dans exactement le même cadre. C'est comme si l'idée, en voyant qu'Elisabeth n'était pas prête à la réaliser, avait migré vers quelqu'un d'autre qui était plus apte à le faire directement. Ok, donc la théorie, ce serait que les idées, si on ne les réalise pas, peuvent littéralement nous quitter si on ne les accueille pas à temps pour aller vers quelqu'un d'autre qui sera apte à les réaliser. Voilà, c'est ça, c'est la théorie. Et ce serait pour ça qu'il faudrait toujours rester attentif et prêt à agir quand une idée vient frapper à notre porte. Si on la laisse passer, elle pourrait trouver quelqu'un d'autre pour la concrétiser. Dans le prochain chapitre, on va explorer comment dépasser nos peurs et nos blocages. On en a tous, et ces peurs et ces blocages nous empêchent souvent de saisir ces idées. Ok, en fait, on apprend dans ce chapitre que les idées, c'est un peu comme des opportunités vivantes, et même avec une conscience propre, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer de personne si la première personne n'accepte pas de réaliser le projet. Donc il faudrait reconnaître et accueillir les idées avant qu'elles ne partent ailleurs. Bon, j'ai hâte de découvrir comment vaincre nos blocages pour agir sur ces idées. Chapitre 3. Autorise-toi à créer même si tu as peur d'échouer. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour beaucoup de s'autoriser à créer librement ? Eh ben, en vrai, la plupart des créatifs sont leurs propres pires obstacles. On a toujours cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne peut pas transformer nos idées en réalité. C'est cette peur de l'échec, et elle peut être vraiment paralysante quand on lance un projet. Mais pour sortir de cet état, pour redevenir créatif, on doit absolument apprendre à affronter ses doutes et à nous donner une sorte de permission de créer. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh ben, pour dépasser ces blocages, il y a une très bonne méthode, une méthode puissante, c'est d'affirmer par exemple haut et fort que tu es quelque chose. Tu es par exemple un écrivain ou un photographe. En disant ça, en le verbalisant, tu t'engages envers toi-même et envers l'univers à suivre ta passion, peu importe les obstacles. Il y aura forcément des rejets, mais il ne faut pas les prendre personnellement. Par exemple, avant de devenir une auteure reconnue, Elizabeth Gilbert a envoyé un texte à une revue, au Story Magazine. Le Story Magazine l'a rejeté plusieurs fois en disant que c'était pas trop mal, mais c'était insuffisant. Des années plus tard, après avoir publié plusieurs best-sellers, elle leur a renvoyé exactement le même texte, et cette fois, le rédacteur en chef a trouvé son texte brillant. Ce que ça montre, c'est que les opinions sur son travail, et du coup sur notre travail, c'est que des opinions qui sont humaines au final. Ok, donc il faudrait apprendre à se convaincre soi-même qu'on est quelque chose ou qu'on est par exemple un écrivain pour finalement convaincre les autres sur le long terme et faire évoluer leurs réflexions et leurs jugements sur notre créativité, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Il y a aussi quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est le fait de rester surtout authentique. Et c'est bien plus important que d'être original. Par exemple, pense à toutes les histoires basées sur les mêmes thèmes que Shakespeare. Il y en a énormément, et ce qui compte, c'est que ton travail reflète tes expériences et tes émotions. Si ce que tu crées résonne avec toi, si ça te parle vraiment, eh ben, ton travail va trouver sa propre authenticité. Et puis, créer, c'est aussi une forme de libération. Si les histoires que tu racontes t'aident à comprendre tes propres défis, ta propre vie, eh ben, elles ont de la valeur, peu importe si elles sont inédites ou si elles ne le sont pas. Ok, être authentique donc. Bon, et qu'est-ce qu'on va étudier dans le prochain chapitre ? Dans le prochain chapitre, on va parler de la relation unique que tu peux entretenir avec les idées elles-mêmes et comment collaborer avec ces idées pour maximiser leur potentiel. Ok, parfait. Donc, dans ce chapitre, on a appris déjà qu'il fallait réussir à surmonter nos peurs. Ensuite, qu'il fallait accepter le regard des autres, finalement, pour passer outre, quitte à être accepté par ces mêmes personnes plus tard. Et finalement, qu'il fallait s'autoriser à être authentique, à créer pour trouver notre propre voie.
J'ai hâte de découvrir ce que tu nous réserves dans la prochaine étape. Chapitre 4. Les diplômes académiques ne t'aideront pas à créer, mais l'expérience de vie, oui. Alors, pourquoi est-ce que tant de gens pensent qu'ils doivent prouver leur valeur en tant qu'artistes avec des qualifications ? C'est une pression qui vient souvent de l'entourage ou même de la société en général, des amis, des partenaires ou de la famille. Les artistes ressentent le besoin de légitimer leur passion en la rendant sérieuse. Certains passent même des années à accumuler des diplômes académiques juste pour être pris au sérieux en tant qu'artiste. La vérité, c'est que t'as pas besoin de tout ça. Ta propre expérience de vie, c'est ce qui te donne les outils et la perspective pour nourrir ton art. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que l'expérience personnelle, elle a plus de valeur que n'importe quel diplôme ? C'est ça, regarde, encore une fois, l'autrice Elizabeth Gilbert, dans son best-seller Mange, prie, aime, c'est le résultat d'un voyage intérieur après un divorce difficile. Ce qu'elle a appris au cours de cette période, ça n'aurait jamais pu être enseigné dans une salle de classe. Ces leçons de vie, elles lui ont non seulement permis d'écrire ce livre, mais elles ont aussi ravivé sa créativité. La leçon ici, c'est que la créativité naît dans le monde réel. Il faut rester ouvert, il faut rester joueur et curieux, au lieu d'essayer de se conformer à l'image d'un artiste qui est sérieux, un artiste qui est académique. D'accord, mais si ce qu'on crée est forcément jugé et voire des fois rejeté par les autres, comment est-ce qu'on peut faire pour accepter ça ? C'est là qu'il faut adopter une perspective comme celle de Tom Waits. Il considère que sa musique, c'est comme des bijoux pour l'esprit de ses auditeurs. Certains adorent sa musique, d'autres détestent sa musique, et pour lui, c'est parfaitement ok. Ce qui compte, c'est pas d'être universellement aimé, mais c'est d'être fidèle à ce qu'il veut vraiment exprimer. Alors, au lieu de chercher l'approbation de tout le monde, il faut plutôt se concentrer sur le fait de rester fidèle à ce qu'on est nous-mêmes. L'art, ça n'a pas besoin de plaire à tout le monde. C'est facile à vérifier. Il y a des gens qui sont très sensibles à l'art abstrait et d'autres pas du tout, par exemple. Il suffit que cet art reflète ton expérience et qu'il touche ceux qui sont prêts à le recevoir. Ok, donc créer sans forcément chercher l'approbation de tout le monde, c'est ça, hein ? Ici, on comprend que l'expérience de la vie, c'est la plus grande école pour la créativité. Et que l'essentiel, c'est de rester joueur et authentique. Chapitre 5. Ne force pas ton art à payer tes factures. Alors, pourquoi cette pression financière, elle peut nuire à notre créativité ? Quand on essaye de faire de son art un moyen de subsistance, le moyen de vivre, de payer ses factures, on se met une énorme pression. Mais en réalité, vivre de son art, c'est assez compliqué. Et tout simplement parce qu'énormément de personnes pratiquent cet art. Si on prend la musique, par exemple. Du coup, ce qui peut arriver, malheureusement, c'est d'étouffer notre créativité artistique pour plaire et pour rendre notre travail, notre art, lucratif. Mais heureusement, il existe une autre voie. C'est que t'as pas besoin de tout lâcher pour te consacrer exclusivement à ton art. Garder un vrai travail, un travail alimentaire, qui peut sembler être une échappatoire au début, ça peut en fait nourrir ta passion artistique. Parce que si tu regardes des auteurs comme Toni Morrison ou J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, avant de devenir célèbres, ils jonglaient avec des carrières à plein temps et leurs projets créatifs à côté. Ils traitaient leur art comme une aventure passionnée et pas comme un travail à plein temps. D'accord, donc ne pas hésiter à garder son travail alimentaire en même temps qu'on commence son activité artistique, c'est ça. Et comment est-ce qu'on peut équilibrer un travail et une pratique artistique sans se sentir complètement débordé ? Ça demande beaucoup de temps. Oui, le but, c'est de garder quelques heures par jour, d'en faire un peu comme un rituel quotidien, quelques heures où tu te concentres uniquement sur ton art. En gardant ton emploi principal, tu vas réduire la pression qu'il va y avoir sur ton art, sur ta créativité. Du coup, tu vas pas attendre de ton art qu'il te ramène des revenus pour vivre ou de la reconnaissance directement. C'est cette sécurité qui te permet de créer vraiment librement, sans craindre l'échec, sans avoir trop de pression. Et puis, tout ne doit pas reposer sur les épaules de ton art. Si tu veux vraiment explorer ta créativité, il faut te laisser le luxe de ne pas dépendre de ton succès immédiat, c'est très important.
Ok, donc en fait, le plus important, c'est de libérer son art de la pression des attentes financières et aussi de la reconnaissance. C'est ça, et dans le prochain chapitre, on va parler de ce que ça signifie vraiment de réussir son art, et comment cette réussite, elle dépasse souvent les critères qui sont extérieurs, les critères de succès, comme l'argent ou la célébrité. Ok, donc on retient que garder un équilibre entre un travail et une pratique artistique, ça peut non seulement préserver notre créativité, mais surtout ça peut lui donner plus d'espace pour s'épanouir librement. J'ai hâte de découvrir la suite. Chapitre 6. Approche ton art avec l'esprit d'un farceur, pas celui d'un martyr. Alors, quelle est cette différence entre un farceur et un martyr dans le processus créatif? Un martyr, c'est quelqu'un qui s'accroche à ses principes, peu importe le coût. C'est une approche souvent rigide et souvent épuisante. Oscar Wilde décrivait la vie de l'artiste comme un suicide lent et aimable, une existence de souffrance auto-infligée. Mais le farceur, lui, il aborde la créativité avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. Il trouve des solutions ingénieuses dans des situations difficiles. Du coup, il garde de l'énergie, de la motivation pour sa créativité. Ok, mais du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut adopter cette mentalité de farceur plutôt que de martyr dans notre pratique artistique? On va prendre un exemple, celui de Brené Brown. Elle est habituée à raconter des histoires, mais écrire un roman, c'était pour elle un processus qui était épuisant et parfois paralysant. À un moment donné, elle a décidé d'adopter l'approche du farceur, c'est-à-dire qu'au lieu de s'enfermer dans la recherche d'une perfection impossible, elle a demandé à 2 de ses collègues de l'écouter raconter ses idées et de prendre des notes. Ensuite, elle a utilisé ces notes pour construire des récits. Ce processus, il lui a permis de contourner ses blocages et de retrouver du plaisir dans son écriture. En déléguant une partie du travail, elle a laissé tomber la pression de tout contrôler et elle a gagné en efficacité et en créativité. Donc, se détacher de la perfection, ça peut réellement libérer notre créativité, c'est ça? Exactement, et en suivant l'esprit du farceur, tu vas éviter de te noyer dans les attentes irréalistes et tu te reconnectes à la joie de créer, au plaisir de créer. C'est pas seulement une approche plus légère, c'est aussi une manière de redécouvrir ton art sous un nouveau jour. Voilà en gros, et ça conclut notre exploration de Big Magic d'Elizabeth Gilbert. Merci d'avoir suivi ce snap. N'oublie pas, aborde ton art avec curiosité et légèreté et laisse ton génie s'exprimer librement. Merci à toi aussi, on se retrouve juste après pour le résumé. Pour résumer, ce snap, il nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à créer. En acceptant nos peurs et en nous détachant des attentes des autres, on s'offre à nous-mêmes la liberté de créer, de poursuivre l'art qu'on a toujours rêvé de faire. La créativité, c'est pas une question de perfection ou de validation, mais c'est de vivre avec curiosité et de jamais prendre les choses trop au sérieux pour garder notre motivation.